Bonjour à tous, bienvenue pour ce cours de programmation C, cours numéro 10. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et aujourd'hui on va donc continuer notre exploration du langage en nous concentrant sur les types structurés. Donc aujourd'hui on va diviser notre cours en 4 parties. On va commencer par faire des rappels sur les types structurés, leur déclaration, leur utilisation. On va ensuite parler de copie de surface et de copie profonde de variables d'un type structuré. On va ensuite donner des conventions pour manipuler les types structurés par l'intermédiaire de fonctions, savoir dans quel cas on fait des passages par adresse, dans quel cas on fait des passages par valeur. Et on terminera ce chapitre et ce cours par des considérations sur l'alignement mémoire des variables d'un type structuré. Très bien, donc vous savez tous que pour déclarer un type structuré, on utilise la syntaxe type_dev_struct avec un alias potentiellement au début de la déclaration et le nom du type à la fin. Et vous avez évidemment au milieu les champs avec leur type qui y figurent. Donc ça on l'avait vu en premier semestre de L2 et on a également revu ça dans les cours précédents. On n'avait pas donné toutes les conventions sur l'alias. Vous voyez ici, vous avez un type récursif, le type list. Une liste est un assemblage de cellules qui contiennent donc des éléments, ainsi qu'un pointeur vers la prochaine cellule. Donc ici vous avez un type récursif parce que la prochaine cellule n'est rien d'autre qu'en fait un pointeur sur une liste. Et donc pour pouvoir déclarer ce type en C, vous avez besoin de recourir à l'alias. Ici la convention c'est de mettre comme identificateur pour l'alias le même que l'identificateur pour le type avec un tiret bas devant. Voilà, comme ça on a une convention simple et homogène. Et l'idée c'est que vous avez deux contraintes. Donc la première c'est qu'il faut mettre struct le nom de l'alias. Et la deuxième contrainte c'est que vous n'avez le droit pour ce champ récursif uniquement de faire figurer des pointeurs. Donc on ne peut juste mettre que du struct alias étoile. Alors la raison pour laquelle vous êtes obligé de faire ça provient d'une particularité essentielle du langage C qui consiste à pouvoir faire en sorte que pour n'importe quel type, le size-of de ce type soit bien défini. Donc quand vous êtes en C, donc je vais écrire plus bas ici, si vous déclarez un type grand T quelque part, il est important que le système puisse toujours calculer size_of de votre type. Et pour des raisons assez claires, hein, si vous voulez faire par exemple des malloc de tableaux du type donné ou juste finalement déclarer des pointeurs vers des variables de ce type, la nécessité de faire un size_of de grand T est assez clair. Bon, maintenant si on regarde ce qui se passe si vous enlevez l'étoile ici. Si vous enlevez l'étoile ici, vous obtenez ce type-là, qui n'est pas correct, et justement je vais vous expliquer pourquoi. Si on essaye de faire un size_of de liste avec cette déclaration-là, le système a besoin de pouvoir en particulier faire ce size_of-là. Eh bien le problème c'est que la taille de ce type-là n'est pas bien définie, elle n'est pas constante. Elle dépendrait de la longueur de votre liste. Oui, puisqu'ici vous n'avez pas de pointeur, la taille d'un tel type serait la taille d'un int plus la taille de struct list_s. Mais la taille de ceci n'est elle-même pas bien définie parce qu'elle dépendrait de la longueur de la liste. Donc le size_of ici, donc dans la deuxième version de la diapo, n'est pas bien défini. Donc le système vous l'interdit. Le système il va regarder si dès que vous avez des champs récursifs, vous avez bien un pointeur dessus. Donc en fait il regarde même si vous avez un champ struct, vous êtes obligé d'avoir un pointeur dessus. Et pourquoi ça marche dans le premier cas? Ben, la raison elle n'est pas compliquée. Dans le premier cas, un size_of de liste, ça va être égal à quoi? Ben, ça va être égal au size_of. Alors je mets à peu près égal, on va comprendre pourquoi il y a cet à peu près égal qui va apparaître. Il y a des considérations d'alignement de mémoire qui vont intervenir.
qui ne sont pas fondamentales ici, mais on va les revoir dans la fin du cours. Donc pour l'instant, ce que je vais vous montrer, c'est que le size of de liste est calculable. Donc là, on a size of de int, puisqu'on a un champ int, plus size of du type struct list étoile. Et là, vous savez qu'en C, vous avez un axiome qui est important, c'est que le size of de n'importe quel type grand T, où T est un pointeur, est connu et est constant. Voilà, donc sur les machines 64 bits, ce sera 8, par exemple. Et donc, quel que soit le type grand T, qui doit quand même être un type adresse, donc ça peut être un int étoile, un char étoile, un void étoile par exemple aussi, eh bien cette adresse elle tient toujours sur 8 octets. Donc on saura que le size of de liste ici est calculable. Il sera égal en particulier à quelque chose comme 12, alors pas tout à fait parce qu'il y a des alignements de mémoire qui vont arrondir ça à une puissance de 2 dans la plupart des cas, mais vous avez cette idée-là. Donc c'est intéressant de voir qu'ici le size of ne dépend pas de la taille de votre liste. Ça dépend du type, ça ne dépend pas des variables du type. C'est l'une des raisons pour lesquelles on interdit, donc rappel, même si c'est syntaxiquement autorisé, on interdit size of de x où x est une variable. Parce qu'en fait, ça n'a pas vraiment de sens. Faire un size of d'une liste, a priori, ça devrait dépendre de la longueur de la liste, mais le système, il ne saura pas vous le calculer. Le système, il sait que vous calculez le size of d'un type. Donc c'est aussi pour ça qu'on n'écrit jamais des size of de tab quand vous avez des tableaux dynamiques. Size of de tab où tab est un tableau statique ferait en quelque sorte sens, mais on l'interdit quand même parce que ça ne sert strictement à rien en pratique. Quand vous avez des tableaux, vous devez vous connaître la taille. Vous n'avez pas à demander ça au système. Donc voilà, juste un petit résumé parce qu'on a quand même donné des choses ici qui sont relativement avancées. Vous devez vous souvenir que si vous avez des types récursifs à employer, vous devez mettre l'alias et vous devez faire référence au type récursif par l'intermédiaire d'une adresse. Donc vous devez écrire struct alias étoile. Donc ça, il faut retenir. Et dans le deuxième cas, si vous avez des types qui ne sont pas récursifs, des types def, disons, pour représenter des données simples, bah vous ne mettez pas l'alias. Comme ça, l'utilisateur de votre code, il va tout de suite voir que votre type n'est pas récursif parce qu'il n'y a pas l'alias. Donc en résumé, vous mettez un alias si et seulement si votre type est récursif. Voilà. Donc, révisez bien cette notion, elle est importante, et une fois que vous l'avez comprise, on peut passer à la suite. Donc, un petit peu plus avancé, mais techniquement plus simple, on peut manipuler des types mutuellement récursifs. Alors, petite remarque, avant de rentrer dans les détails, vous vous souvenez probablement des fonctions mutuellement récursives. On avait vu les fonctions flip et flop. Donc les fonctions mutuellement récursives, ça marche de manière similaire, mais avec des subtilités assez grandes. Donc les fonctions mutuellement récursives, on avait vu l'exemple dans les cours précédents de flip et flop. Et ce qu'il fallait faire, c'était on devait déclarer les deux fonctions avant de pouvoir les définir, parce que le système, quand il va voir que flip appelle flop et flop appelle flip, il a besoin de connaître le prototype de la fonction appelée. Donc vous commencez par les déclarer en mettant leur en tête, et après tout marche bien. Pour les types, c'est pas du tout la même chose. Il n'y a pas en C, alors ça existe, mais on ne le voit pas cette année parce qu'on n'en a pas besoin. On ne va pas voir de déclaration de type sans expliquer ce que le type contient. Donc on va juste, dans tous les cas, déclarer un type en donnant toutes ses composantes. C'est exactement ce qu'on fait ici. Donc on ne peut pas, en quelque sorte, déclarer partiellement un type pour le moment pour avoir de la récursivité mutuelle. Et en fait, il n'y en a pas besoin.
Parce que vous voyez qu'ici, le type flip, donc en fait, flip, ça va contenir 2 entiers et un pointeur vers une donnée de type flop. Et là, regardez ce qui se passe. Ici, vous avez l'alias vers flop. Donc tiré bas flop ici. Et un pointeur. Le système, quand il voit ça, il n'a même pas besoin de connaître le type flop exactement pour calculer size of de flip. Bah oui, parce que c'est exactement comme tout à l'heure. Quand il va voir flip, il pourra poser le calcul size of flip égale donc size of int multiplié par 2 parce que vous avez 2 champs ici, plus size of d'une adresse, donc d'un type de la forme T étoile, qui s'est calculé, je vous rappelle, ça vaut 8 comme on l'a dit tout à l'heure sur un système classique. Donc, pas de souci, ça il sait le faire. Donc il ne faut évidemment pas oublier de mettre struct ici, l'étoile, évidemment faire référence à l'alias. Si là vous mettez struct, ou que même si vous ne le mettez pas, ça ne marchera pas. Si vous ne mettez pas l'alias ici, hein, si vous mettez flop directement, même si vous mettrez une adresse, ça ne marche pas. Il faut impérativement mettre l'alias. Et puis ok, vous avez exactement la même idée pour le cas inverse. Vous avez ici donc le type flop, donc récursif d'ordre 2, hein, puisque vous avez ici référence au type flip, donc à son alias, qui était déclaré plus haut. Voilà, donc le size of de flop évidemment est calculable, exactement avec les mêmes mécanismes. Et ce type-là, donc une variable type flip typique, ce serait une liste en fait, dont les cellules alternent leur nature suivant la position de la cellule paire ou impair, d'indice pair ou impair. Donc on commence par flip, ensuite flop, ensuite flip et ainsi de suite. Donc vous avez voilà, des cellules aux indices pairs qui possèdent donc des champs int et int, et les cellules aux indices impairs possèdent des champs de type double. Donc ça c'est un exemple assez simple de type mutuellement récursif. Vous pouvez considérer également des choses un peu plus complexes, comme par exemple des arbres avec des valeurs dans les nœuds qui seraient alternantes sur les branches de l'arbre, avec exactement les mêmes mécanismes. On va maintenant parler d'initialisation des variables d'un type structuré. Alors, donc vous savez que vous pouvez initialiser une variable d'un type structuré avec l'affectation une fois que vous l'avez déclarée. Donc ça, c'est tout à fait possible, ça marche très bien. Et vous pouvez aussi faire une affectation en même temps que la déclaration. Alors ça, je vous déconseillais d'écrire des choses comme ça, int x égale à 10, parce que quand vous écrivez ce type de déclaration affectation, vous mélangez la partie déclaration avec la partie instruction de votre bloc, mais c'est quand même pratique de savoir faire les deux en même temps, ne serait-ce que pour faire des tests dans le main par exemple, ou dans des fonctions de test comme on a pu le voir en TP. Donc c'est pour ça qu'on va quand même parler de cette syntaxe. Alors ici, la syntaxe est la suivante. Vous avez un type structuré qui s'appelle triplet. Donc là, dans l'exemple, vous avez un type structuré très simple, hein, un caractère, un int et un double. Et l'idée, c'est que vous pouvez donc déclarer votre variable et entre accolades séparées par des virgules, vous pouvez mentionner les valeurs que vous attribuez dans l'ordre de déclaration à chacun de ces champs. Donc ici, vous allez avoir C qui aura comme valeur le code ASCII du caractère H, le champ A 55 et le champ nommé B 214,35. Donc c'est l'occasion d'introduire, je ne l'ai pas trop précisé à ce stade-là, mais on va préciser ça ici, notre façon de dessiner les variables d'un type structuré. Donc vous avez ici un rectangle en fait, où vous avez donc tout d'abord le nom de la variable, 2 points son type. Donc je vous rappelle que 2 points dans la plupart des explications, c'est un symbole pour dire et de type, donc tr et de type triplet. Il possède donc 3 champs, c de type char, petit a de type int et petit b de type double, qui ont respectivement comme valeur petit h, code ASCII, 55 et 214,35. Voilà, donc syntaxe très intuitive. Et voilà, si on vous demande de dessiner des variables un type structuré, c'est comme ça qu'il faut faire, pour avoir une exposition claire et rigoureuse. Donc ceci étant dit, on va pouvoir maintenant nous intéresser aux affectations et aux comparaisons.
Ah oui, juste un petit point avant, on revient à cette notion d'initialisation avec la syntaxe en accolade. Évidemment, si vous avez des données d'un type structuré qui ont comme champ eux-mêmes des types structurés, eh bien vous pouvez évidemment imbriquer les accolades. Ça va marcher pour avoir une véritable initialisation en une seule ligne. Donc affectation et comparaison. On va aborder ici la deuxième partie du cours, à savoir la différence entre copie de surface et copie profonde. Donc on va aborder les deux choses, on va voir qu'en fait en C, ce qu'on fait ce sont que des copies de surface, et on va préciser ce que ça veut dire, ce que signifie la notion évidemment de copie profonde. Là vous avez un type grand X structuré qui possède deux champs, un int et un float, tout va bien. Là vous déclarez donc en ligne 6 deux variables de type grand X, V1 et V2. Alors c'est un petit peu petit, mais vous allez de toute façon avoir les diapos sur le site, hein. Vous pourrez suivre en même temps en regardant la numérotation ici, pour avoir les diapos au même moment. Donc vous avez juste une déclaration sans affectation, donc vous avez des points d'interrogation dans les cases ici. Il faut supposer qu'on ne connaît pas la valeur de ces champs à ce stade. Ensuite on fait des affectations, donc en ligne 8, on a que notre variable V1 est dans cet état-là, donc 10 et 3.14 pour A et pour F. Et ce qu'on fait en ligne 9, donc c'est la ligne qui nous intéresse, c'est la ligne que l'on va chercher à comprendre, c'est qu'on va faire une affectation. On va prendre V2 comme une left value et lui assigner la valeur de V1, tout simplement. Donc là c'est assez intuitif, en fait ça va bien se passer au sens où vous avez exactement les recopies qui se font comme on l'imagine. C'est-à-dire que V2, ici à ce stade, il va prendre comme petit a la valeur du champ petit a de V1, et le champ f de V2 va avoir comme valeur le champ f de V1. Donc vous avez 10 et 3, 14 qui apparaissent ici. Et pour illustrer qu'on n'a pas de chevauchement de données, on va modifier l'un des champs de V2, donc on va lui mettre 20 ici. Et ça ne modifie évidemment que le champ petit a de V2. Vous voyez ici que le champ petit a de V1, lui, reste identique. On aurait pu également faire l'affectation du même champ pour V1 et on aurait l'observation analogue. Voilà. Donc évidemment ça ne démontre rien, c'est à vous de faire vos tests, hein. Vous devez expérimenter tout ça, c'est très facile en C, hein. Vous pouvez faire des printf pour avoir les contenus, vous pouvez faire également appel à un utilitaire de débugage pour voir un peu l'état de la mémoire. Voilà, en tout cas je vous rappelle, c'est vraiment un point crucial de ce cours, vous devez tout expérimenter vous-même. À chaque fois que vous écrivez un programme en C, vous gagnez pas mal d'expérience, même si vous ne vous en rendez pas compte immédiatement. Donc revérifiez tout ça tranquillement chez vous. Donc là, vous avez ici une copie des champs scalaires. Une copie parfaite des champs scalaires. Donc je vous rappelle, les types scalaires, ce sont les types de base du langage, hein. Les types numériques, comme int, char, float, etc., double, qui inclut également les types, donc les types entiers et les types flottants. Voilà, donc vous avez une recopie parfaite des champs scalaires. On peut même dire que la recopie des champs scalaires est profonde, puisqu'on ne peut pas faire mieux finalement. Vous avez vraiment une duplication des données qui est faite parce que dans tous les cas, V1 et V2 ne se chevauchent pas en mémoire. Donc il n'y a pas du tout de façon d'avoir des problèmes à ce stade-là. En fait, un problème surviendrait quand, en modifiant V2, on aurait V1 qui serait modifié, chose qui ne serait pas potentiellement souhaitée. Donc là, tout se passe bien à ce stade-là. Maintenant, on va y aller graduellement et on va regarder ce qui se passe quand on a un petit enrichissement, on va dire. Dans notre type ici, vous avez donc un type structuré Y qui embarque en fait un champ de type grand X. Vous voyez que le champ petit x est de type grand X structuré. C'est ce type-là qu'on vient de considérer ici. Voilà, donc ça marche évidemment parfaitement en C. Vous pouvez avoir des champs qui sont eux-mêmes d'un type structuré. Et on a un deuxième champ T qui est un tableau statique de taille 3 de caractères. Voilà. Donc pourquoi pas, vous avez ce type-là. Et on va faire à peu près les mêmes opérations que celles qu'on vient de faire. On va commencer par déclarer
en ligne 9 ici, en ligne 6, pardon, deux variables de type Y. Donc là, le dessin est un peu plus complexe, mais vous voyez qu'il se comprend parfaitement. C'est plus exactement un rectangle, puisque vous avez un niveau de profondeur ici d'indirection qui n'est pas le même, mais tout se lie bien. Donc vous voyez ici, vous avez le champ petit x de V1 qui est de type grand X, et voilà, vous avez donc un même sous-rectangle qui était les rectangles de tout à l'heure ici. Et vous avez le deuxième champ T qui est un tableau statique. Alors ici, on va dessiner nos tableaux statiques en mettant les valeurs entre accolades. Un peu comme quand on fait des initialisations de tableaux statiques. Donc c'est assez cohérent en termes de notation. Mais si sur votre feuille, vous notez ça en mettant des cases que vous remplissez par A, B ou C, c'est parfaitement juste aussi. Soyez juste cohérent dans vos notations. Donc, on prétend qu'on arrive à la ligne 9 dans cet état-là. Alors oui, c'est pas compliqué de le voir. Vous voyez, V1.x.a égale à 10. Donc au passage, vous voyez bien que vous pouvez donc, ça vous le savez, mais une petite révision, enchaîner les syntaxes point pour accéder d'un seul coup, aussi profondément que vous le souhaitez, aux composantes de votre valeur d'un type structuré. Et vous avez donc ici V1.t qui est de la même façon initialisé par un tableau statique rempli directement comme ça. Et en ligne 10, on va faire ce qui nous intéresse, à savoir la recopie de V2 qui a été déclarée sans aucune initialisation. Donc vous voyez ici les points d'interrogation. Et on fait V2 égale à V1. Là, vous pouvez observer qu'encore une fois, on a une recopie parfaite. C'est-à-dire que si vous regardez les valeurs terminales de votre type structuré, de votre valeur d'un type structuré, donc les zones en grise ici, elles ont été exactement recopiées et dupliquées en mémoire. Encore une fois, il n'y a pas de chevauchement. Là, vous avez cette zone-là qui est quelque part en mémoire, peu importe où, ça ne nous intéresse pas à ce stade, et cette zone-ci qui est quelque part ailleurs. Il n'y a pas de partage, il n'y a aucun chevauchement. Et donc vous avez en particulier recopié le tableau ici de taille 3 à l'intérieur de cet espace qui pouvait l'accueillir. Et ce qu'on fait ensuite en ligne 11 et 12, eh bien vous voyez là vous avez modifié le champ x.f de V2 qui passe à 1,8. Donc là on avait expliqué il n'y avait pas de modification ici, même si ça provient d'un champ type structuré. Et on a changé la première case du tableau, on a mis un G à la place, tandis que la première case du tableau de V1 reste identique. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir de ça, donc c'est le deuxième point, notez-le peut-être, à chaque fois notez les observations comme la précédente, c'est important de vous refaire vous-même votre propre cours à votre façon. Eh bien c'est que l'affectation, ça recopie d'une part les champs d'une variable à type structuré, donc vous voyez que ça a bien recopié x, donc il y a une espèce de récursion dans la copie, donc c'est une copie qui en quelque sorte est profonde parce qu'elle est parfaite pour les champs d'un type structuré ici. Et ça recopie également les tableaux statiques. Donc encore une fois, vous avez une copie profonde à des tableaux statiques. Donc on va pour l'instant recopier ça. Donc je vous l'ai écrit ici. Copie profonde pour, donc tout d'abord, les champs d'un type scalaire. Ça c'est le premier exemple qu'on a vu. Les champs d'un type structuré et les champs d'un type tableau statique. Alors j'insiste bien sur le statique parce qu'on va voir évidemment, vous vous en doutez dans le prochain exemple que ça ne marche pas pour les champs tableau dynamique. Ok, en tout cas c'est pas si mal. On a des copies profondes donc qui sont faites avec justement pas de partage de données mais une recopie, une duplication pour ces trois sortes de champs. Et on va considérer maintenant le troisième exemple, dans lequel vous avez donc un type que vous connaissez bien. C'est un type, vous avez un tableau qui embarque sa taille, c'est-à-dire là vous avez un pointeur vers la première case, et vous avez petit n qui est la taille du tableau, le nombre de cases qu'il possède, et on appelle ce type grand T. Voilà. Donc là ce sera un type tableau qui contiendra des caractères a priori. Et on arrive en ligne 11 à la configuration suivante. Donc V1 de type grand T. Alors ici, vous avez juste un pointeur. Donc pour ranger des éléments dedans, il faut d'abord allouer ce pointeur. Maintenant, vous avez
bien ça en tête, je pense. Donc on fait un malloc de taille 3. Alors ici, évidemment, le malloc est très mal écrit, puisqu'on n'a pas fait de coercition. On a écrit 3 au lieu d'écrire 3 fois size of de char. J'ai fait ça juste pour gagner de la place, parce que la diapo est petite, mais évidemment, ça, c'est 0 dans un TP1. Mais vous avez compris, et je vous laisse réécrire ça de manière totalement propre. Ça fait un petit exercice au passage. Donc vous avez ça, donc V1 égale un malloc de 3 octets. On place 3 dans le champ taille, dans le champ n de grand T, puis on initialise notre tableau avec A, B et C. Voilà. Donc on a cette configuration-là. Alors, un petit point de notation qui est crucial. Ici, vous avez un tableau dynamique. D'accord? Tout à l'heure, on avait des tableaux qu'on mettait à l'intérieur des zones en grise ici, parce que c'était des tableaux statiques. Vous voyez ici, le ABC, on le mettait à l'intérieur. Pourquoi? Eh bien parce qu'un tableau statique, il est inclus dans l'espace réservé à notre valeur, du type Y ici en l'occurrence. Le tableau, il est interne. Alors que quand vous avez ici un tableau dynamique, ce qui est interne à votre variable, ça n'est que l'adresse elle-même, mais ce n'est pas le tableau. Le tableau, il n'est pas à l'intérieur parce que sa taille n'est pas connue statiquement, elle n'est pas connue à la compilation, elle est connue que lors de l'exécution. Et je vous rappelle que vous devez avoir un size-of qui est toujours le même. Vous voyez ici, là, mon tableau statique, le 3, je le connais une bonne fois pour toutes. Donc je peux toujours dessiner ces espèces de rectangles, et je suis sûr d'avoir suffisamment de place dans mon rectangle pour tout représenter. Là, ce n'est pas le cas ici, parce qu'on pourra de temps en temps faire un malloc de 3, dans d'autres cas un malloc de 10, et même dans d'autres cas un malloc dont la taille est spécifiée par l'utilisateur, donc qui est imprévisible dès la compilation. Donc c'est pour cette raison que là, votre tableau, vous le mettez à l'extérieur. Il n'y a que le champ V1 pointé qui, lui, par contre, est à l'intérieur, parce que là, c'est une adresse qui est de taille toujours constante. Donc on est à ce stade-là. Maintenant vient la ligne 12, qui nous intéresse, on fait la recopie. V2 égale V1. Et bien là, vous avez ce phénomène. Le champ petit n, il est recopié totalement parce que c'est un champ scalaire. Le champ t, en fait, si on est parfaitement rigoureux, c'est aussi un champ scalaire parce que t, ce n'est rien d'autre qu'un entier, une adresse. Donc en fait, vous avez que V1 de t aura la même valeur que V2 de t. Vous voyez, c'est la même valeur ici, j'ai mis V1 pointé. Ça veut dire qu'en fait, vous avez ici des entiers dans ces zones grises qui sont identiques. Mais en fait, sémantiquement, ces entiers sont interprétés comme des adresses, et donc ils sont voués à pointer vers des zones mémoire. Et ils vont donc pointer vers exactement la même zone mémoire. Donc ça veut dire que ce tableau ABC, qui a été initialement attribué à la variable V1, va finalement être un tableau partagé entre la variable de type grand T V1 et la variable de type grand T V2. Et là, vous avez donc qu'une seule copie de surface. Ça n'est plus une copie profonde. Vous voyez qu'ici, en ligne 14, si on décide de changer la première case du tableau de V2 en mettant un G à l'intérieur, et bien là, vous voyez que ça impacte également le tableau porté par V1, puisque c'est le même. Il est partagé. Vous avez un chevauchement ici qui est fait. Donc là, ça peut évidemment aboutir à des problèmes, à des bugs, en tout cas à des difficultés de programmation, parce qu'il faudra toujours se demander si le tableau pointé par ma variable, quand je vais le modifier, comme c'est fait ici, ça ne va pas impacter d'autres variables qui auraient le même tableau en vue. Voilà, donc il faut garder en tête qu'on a des copies de surface pour tout ce qui est tableau dynamique. Et donc dans un langage, quand vous avez des copies profondes qui sont faites, mais également des copies de surface, eh bien vous ne pouvez pas dire que votre langage n'effectue que des copies profondes, juste par définition. Donc en fait le C ne fait que des copies de surface. Voilà, donc ça veut dire que par défaut, la copie n'est faite qu'en surface.
même si dans certains cas particuliers, ceux qu'on a vus au début, la copie est bien faite de manière profonde. Donc la conséquence à ça, c'est que vous allez devoir réécrire vous-même vos fonctions de recopie. Un peu comme quand vous prenez les fonctions str, cpy. Vous voyez, vous avez des fonctions de copie qui sont faites hein, pour les chaînes de caractères. Alors là, l'exemple n'est pas parfait parce qu'il y a des considérations d'allocation qui ne sont pas forcément faites ici, mais que nous, on voudrait faire. Mais c'est la même idée. Vous savez que vous ne pouvez pas recopier une chaîne en faisant une affectation. Vous devez réaffecter chacun de ces caractères. Bah là, c'est un peu la même idée. Vous allez écrire vous-même vos propres fonctions de recopie dans votre module qui contient la déclaration du type structuré que vous souhaitez donc considérer. Donc ici, vous allez écrire donc, dans un module grand X qui apporte le type structuré grand X. Et vous allez introduire la fonction copier grand X qui va prendre donc V1 qui est la source. Vous voyez que là j'ai mis un const, donc je vous renvoie au cours où on en avait parlé, c'était le cours précédent ou celui encore d'avant, et V2 qui va être la destination, qui va donc être modifiée en fait. Et là vous avez donc la copie profonde qui est faite. Donc là ça fait toujours référence à cet exemple là avec le tableau de caractères de taille n. Donc on fait des asserts qui vont bien. Là on fait la recopie directe des champs de taille. Et on refait une allocation séparée pour notre tableau V2 flèche T. Et on recopie le contenu de V1 flèche T de I dans V2 flèche T de I. On a toujours des pointeurs, passage par adresse dans tous les cas. Voilà. Et vous avez au passage une fonction qui gère les erreurs de manière propre. Vous avez un int, donc on renvoie 1 quand tout se passe bien, et on renvoie 0 quand une erreur a lieu, par exemple lors du malloc. Celui-ci peut mal se passer. Donc retenez bien ça. Donc dans chaque module grand A, si un type, on va dire X, y est déclaré, eh bien vous devez définir, alors vous devez plutôt dans l'autre ordre, déclarer et définir une fonction de recopie, de copie profonde, donc comme on a expliqué qu'on va nommer donc copier X avec les entrées qu'on a spécifiées dans la diapo ici. Voilà, donc ça c'est important, vous devez garder ça en tête, à faire systématiquement à partir de maintenant, pour programmer de manière vraiment élégante et propre. Autre point important qui va nous donner justement du travail de programmation à faire systématiquement, un peu dans la même idée que celle qu'on vient d'introduire ici. On avait vu dans un des cours précédents que vous ne pouvez pas comparer des valeurs d'un type structuré, c'est-à-dire que le test d'égalité ne passe pas à la compilation, et même chose, le test de différence ne passe pas. Alors ça passe jamais, hein. Quelle que soit la nature de vos champs d'un type structuré, ce type de comparaison ne peut jamais être effectué. Donc, ce qu'il va nous falloir faire, c'est nous-mêmes déclarer nos propres fonctions de test d'égalité et de test de différence. Donc vous allez introduire la fonction sont égaux, sont égale x, donc vous faites toujours référence au type en question, parce qu'on sait, je vous rappelle que vous ne pouvez pas avoir deux fonctions dans un même projet qui ont le même nom, donc vous devez différencier en fonction, ici par exemple, des types. On place des consts parce qu'on ne modifie jamais nos valeurs, et ça teste l'égalité ou l'inégalité entre V1 et V2. Donc en général, on programme les deux, égalité et différence, parce qu'on peut avoir des complexités différentes. Ici, vous voyez, là, on est un petit peu bête, on fait son diff, ça renvoie à la négation de son égal, mais dans certains exemples, on peut avoir des algorithmes différents pour avoir des complexités les plus optimales possibles. Donc c'est bien d'avoir les deux. Et petite remarque au passage, ça je pense que vous le voyez venir, si dans votre type X, vous avez des champs qui sont eux-mêmes d'un type structuré, il faudra potentiellement appeler les tests d'égalité relatifs au type des champs qui sont embarqués dans
dans vos types pour lesquels vous êtes en train d'écrire la fonction de test. Voilà. Donc ça c'est à peu près clair, mais vous devez vraiment être précis à ce niveau-là. Donc ouais, juste pour illustrer un peu, donc là j'ai oublié de mettre les consts juste pour gagner un peu de place. Mais ce que vous faites, vous commencez par tester la différence par rapport à nul. Et là, là c'est vraiment un exemple tout simple. Vous avez un couple d'entiers ici. Et donc vous renvoyez le résultat de l'évaluation de cette expression-là pour savoir si vous avez deux mêmes couples. Ok, donc on arrive, donc ça je vous l'ai écrit aussi dans la petite fiche de résumé, donc déclarer et définir une fonction de copie profonde, ça on l'a expliqué tout à l'heure, et là on vient d'expliquer qu'il faut également déclarer et définir des fonctions de comparaison. Très important aussi. Donc ça c'est à faire systématiquement. Autre chose à prendre en habitude, en réflexe, c'est de définir des fonctions de destruction. Vous savez, on avait expliqué ça, quand c'est l'une des plus grandes sources d'erreurs, d'instabilité de vos programmes, c'est de ne pas faire attention aux fuites mémoire. C'est-à-dire que quand vous avez un malloc qui est fait, pour une donnée qui est temporaire, il faut impérativement libérer par un free la zone dynamique qui a été allouée à la variable. Donc là, c'est la même idée pour les types structurés. On ne va pas s'amuser à faire des free de champs. Voilà, si vous avez, mettons, ce type structuré, la tab, B qui contient donc un tableau table, vous n'allez jamais faire des free de tab dans un programme standard. Vous faites un free de tab uniquement une seule fois dans une fonction de destruction que vous aurez fait une bonne fois pour toutes, qui sera, elle, appelée pour effacer votre tableau. Vous voyez donc ici détruire B, donc vous prenez la variable B, on a toujours notre assert, important, et on fait free V de tab et étoile V égale nul. Alors ça sert strictement à rien ici, mais on peut quand même le faire. Ça ne provoquera pas de désagrément. Voilà, donc important, la fonction de destruction à faire. Évidemment, la fonction de destruction n'est à faire que si vous avez des types structurés dans lesquels interviennent des pointeurs dans ces champs. Sinon, ça n'est pas utile. Donc ça, je vous le résume ici. Si X est un type avec des champs pointeurs, ce qu'il faut faire, c'est déclarer et définir une fonction de destruction. Voilà. Donc ça, très très important. Gardez bien ça en tête. C'est primordial. Et on va maintenant terminer cette partie purement technique, purement programmation, pour donner des bonnes lignes de conduite pour l'utilisation des types structurés au sein des fonctions. Alors, déjà, la question c'est est-ce qu'on peut renvoyer une variable d'un type structuré? Alors là, la réponse elle est simple, c'est oui. Et vous l'avez vu dans les premiers TP. Dans les premiers TP, on crée par exemple des serpents, on crée des coups, des positions, et on avait comme type de retour le type serpent, le type coup, etc. Ça, c'est une manière de faire qui est correcte, en tout cas syntaxiquement. Mais c'est une façon de faire qui est, on va dire, plutôt débutant, parce qu'il y a des gros désavantages qui sont facilement évitables. Donc quand vous avez une façon de faire qui a des désavantages et qui est évitable, vous n'avez pas d'excuse si vous la pratiquez néanmoins tout de même. Donc je vais vous expliquer pourquoi on ne doit pas renvoyer de variable d'un type structuré. Donc ici vous avez la fonction twist qui prend un couple et qui vous renvoie un nouveau couple res. Vous voyez, juste obtenu en inversant les coordonnées du premier couple. Donc le champ x de res, ce sera le champ y de c. Et le champ y de res sera le champ x de c. Voilà, pourquoi pas. Donc twist, la fonction qui vous calcule donc cette symétrie de votre couple. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand vous allez appeler twist, juste cet appel à twist, je vais juste vous l'écrire comme ça, qui a priori ne sert à rien. Twist, ça c'est vraiment une instruction
twist de C point virgule. Donc ça c'est une instruction, a priori elle sert à rien mais elle fait quand même une action. C'est que comme vous avez un return ici, elle va mettre dans la pile le résultat de twist, donc elle va mettre dans res le couple ainsi créé, et voilà, le tenir prêt à l'affecter quelque part. Alors ici on ne l'affecte pas, donc si vous voulez ce couple là il est perdu dans la nature, il n'y a pas de fuite mémoire, ça ne provoquera pas de problème, il va être dépilé, mais en tout cas il figure dans la pile. Maintenant, chose intéressante, instruction tout à fait classique, hein, D égale twist de C. Là c'est parfaitement cohérent, parfaitement juste aussi d'écrire ça. Là vous avez donc le couple res qui est dans la pile, donc il a été créé, et ce qu'on va faire c'est qu'on va, par une affectation, le recopier dans D. Donc là c'est le symbole égal qu'on a vu tout à l'heure, hein, de la recopie des types structurés. Donc c'est pour ça qu'on a vu d'abord ça. Là vous avez une affectation, une recopie de surface de votre type structuré. Donc ce que va faire cette instruction là, c'est qu'elle va recopier la valeur de res à l'intérieur de D. Et le problème, c'est qu'en fait, vous avez une recopie qui a été faite. On aurait pu directement modifier les champs de D sans transiter par une variable ici qui finalement n'a servi à rien. Donc là, vous avez une perte d'efficacité. On aurait pu juste, en fait, opérer sur D directement pour affecter à D, par exemple, le champ C.Y en X et affecter à D.Y le champ C.X. On aurait pu directement faire ça sans transiter par notre res. Donc ça c'est dommage. Alors évidemment en termes d'efficacité ici, il n'y aura quasi pas de dégâts parce que vous avez un type structuré qui est très petit. Mais si vous commencez à répéter l'opération 1 milliard de fois, avec un type peut-être un peu plus grand, vous allez voir des modifications, des changements d'efficacité qui seront observables. Donc vous voyez ici justement un autre exemple, où cette fois-ci on s'intéresse à un type un peu plus gros, mais on va regarder ce qui se passe dans les paramètres. C'est un peu la même idée en fait. Ici vous avez donc un type structuré qui s'appelle 2 tables, où vous avez 2 tableaux. Le premier champ ici c'est un tableau taille 2048 et le deuxième de la même taille. Donc vraiment vous avez des gros tableaux ici dans les champs. Et ce qu'on fait c'est que là vous allez écrire une fonction qui va tester si les deux premières cases, donc si les premières cases des deux tableaux sont les mêmes. Donc on teste, est-ce que x.tab1 de 0 est égal à x.tab2 de 0? Pourquoi pas? Encore c'est une fonction qui est parfaitement raisonnable. Et là ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous lancez ce test-là, donc prem égaux, donc mettons que vous mettez ça dans un test if par exemple, là ce serait une utilisation parfaitement raisonnable, hein. Vous avez un test, vous le mettez dans un if. Eh bien, ce qu'il faut bien voir, c'est que là, vous avez y qui est votre variable qui a été construite. Donc là, il n'y a pas de problème, y, c'est votre variable de type de table. Il y a au moins 4096 entiers à l'intérieur, hein. 2048 x 2, tout va bien. Et là, vous êtes en train de appeler la fonction prem-égaux avec y comme argument. Et je vous rappelle ce qui se passe quand vous appelez une fonction avec un argument, c'est que vous allez recopier votre argument dans le paramètre. Donc ça veut dire que quand vous appelez prem-égaux, en fait ce qui se passe c'est qu'il y a une recopie de y dans x. Donc ça veut dire que de manière interne, on a x égale à y. Donc vous avez une recopie à l'intérieur juste avant de rentrer, si vous voulez, dans le corps de la fonction. Et ça, c'est vraiment très dommage parce que là, vous avez une recopie qui commence à être assez grosse. Vous allez recopier à peu près 4096 entiers. Ça, c'est vraiment dommage. Donc c'est pour cette raison-là qu'on ne fera pas de passage par valeur d'un type structuré, pour des raisons d'efficacité pure. Ce qu'on peut éviter, on peut faire des choses un peu différentes. Alors, en fait, on vous a sûrement appris des choses comme ça quand vous étiez au premier semestre, hein, et c'est tout à fait cohérent, mais on va juste renforcer un peu ce que vous avez appris avec des nouveautés qui nous sont maintenant accessibles. Vous avez appris que quand vous avez une fonction FCT paramétrée par une variable x d'un type structuré grand T,
fait, on va souvent dire que si les champs de x sont voués à être modifiés par la fonction, alors dans ce cas-là, vous allez faire un passage par adresse, donc t étoile x. Et si les champs de x ne doivent pas être modifiés, donc on doit avoir x juste passé en lecture, on va faire un passage par valeur. Et cette conception, quand on a un certain niveau, elle est parfaitement juste. Hein. Quand on débute le C, il faut vraiment commencer comme ça. Mais à notre niveau, qu'on commence déjà à être un peu plus avancé, c'est une conception qui est erronée pour la raison qu'on vient de mentionner d'efficacité purement évitable. Puisque là, le système fait des recopies des arguments dans les paramètres de fonction, mais qui ne servent à rien en fait, et qui sont même nuisibles en termes de temps. Au mieux, ça ne sert à rien, on va dire. Et au pire, vous avez une perte d'efficacité pour finalement rien du tout. Autre point en défaveur de cette conception. Ici, vous avez notre fameux type tab, hein, où vous avez votre tableau dynamique avec la taille qu'il embarque. Et là, vous avez une fonction init. Vous voyez ici qui travaille par valeur, mais qui néanmoins modifie quand même sémantiquement notre tableau T, parce que avec ce bout de code-là, vous êtes quand même en train d'affecter à chaque case du tableau la valeur K. Donc il n'y a pas de réelle protection. Le passage par valeur ne vous protège pas les valeurs de votre type. Elle vous les protège d'une certaine façon parce que, certes, votre tableau dynamique est à l'extérieur de la variable, comme expliqué tout à l'heure, donc vous avez une protection des champs scalaires, mais ça n'est pas une protection totale. Donc finalement, ça ne sert à rien de faire des passages par valeur de type structuré. Donc la conclusion, écrire des fonctions avec passage par valeur des paramètres d'un type structuré ne présente que des désavantages. À partir de maintenant, à partir de notre niveau actuel, on ne le fera plus. Voilà, donc on adopte les deux règles suivantes pour nos paramètres, nos prototypes de fonctions qui manipulent des types structurés. Donc déjà, une fonction ne renvoie jamais de valeur d'un type structuré. Donc si vous voulez calculer une variable d'un type structuré, vous allez faire un passage par adresse en sortie, comme vous avez pu le voir dans les cours précédents. Et tous les paramètres d'un type structuré sont passés par adresse dans une fonction. Ça, c'est ce qu'on vient d'élucider. Donc vous avez ce prototype vraiment classique, int fct, donc le type de retour est int, donc c'est une fonction augmentée d'un mécanisme de gestion d'erreur. Donc vous renvoyez 0 quand ça se passe mal et une valeur non nulle quand ça se passe bien. Là, vous avez votre type structuré x, bien qui est votre, si vous voulez, votre entrée. Là, vous avez des entrées auxiliaires, on va dire, hein, ça peut être des int, peu importe, hein, ça dépend de ce que vous êtes en train de faire. Et là, vous avez vos sorties, qui sont des adresses dans tous les cas. Donc là, vous allez mettre éventuellement des consts devant, si besoin est, pour indiquer au programmeur que vous ne faites pas de modification, et pour protéger un petit peu votre code. Mais la chose la plus importante à retenir, c'est que vos sorties, vous avez des adresses ici, et jamais de sortie en type de retour. Voilà, donc un exemple un peu plus complet. Donc ici, vous avez un petit bout de code qui vous permet de représenter des points flottants, donc par leurs coordonnées abscisses et ordonnées. Et là, on veut calculer la somme des points, donc c'est une somme pondérée. Hein. Vous avez donc le point P1 et le point P2. En gros, c'est le barycentre avec des poids donnés. Donc on met un const parce qu'on ne modifiera ni P1 ni P2. Et là, vous avez les pondérations, donc coef1 pour P1 et coef2 pour P2. Et là, vous avez votre résultat qui contiendra donc la moyenne, hein, pondérée, ou le barycentre, hein, de vos points. Donc vous affectez à res flèche x, c'est bien cette expression-là, et à res y, celle-ci. Voilà. Donc des coefs évidemment normalisés pour avoir ce résultat-là. Vous voyez que là, on suppose que res a déjà été alloué, évidemment. Hein. Res existe, donc il est différent nul. Voilà. Cette convention générale qui est faite. Donc voici pour un petit résumé, avant d'aborder la toute dernière partie de ce cours. On a commencé par parler d'alias. On avait dit qu'on utilisait alias que
quand vous avez des types récursifs à mettre en œuvre. Sinon, vous ne mettez pas d'alias. Comme ça, on voit d'un premier coup d'œil que votre type n'est pas récursif. Quand vous déclarez un type structuré dans un module, eh bien, automatiquement, vous devez mener à bien les 4 tâches suivantes. Écrire une fonction de copie, écrire une fonction de test d'égalité et d'inégalité, et uniquement si votre type ne contient pas que des champs scalaires, vous devez aussi mettre au point une fonction de destruction. Troisième règle, vous ne renvoyez jamais de valeur d'un type structuré. Et quatrième règle, au sein des paramètres, vous ne mettez jamais de type structuré tel quel. Vous ne pouvez mettre que des adresses. Alors encore une fois, c'est pas imposé par le compilateur, mais c'est vraiment une façon de faire qui est largement préférable. Et on aborde maintenant la dernière partie du cours sur les notions d'alignement de mémoire. Alors c'est un petit peu plus technique, on va rentrer un petit peu dans la partie un peu plus interne du langage. C'est presque du système, quand même un petit peu moins technique. Mais c'est important d'avoir ces notions en tête quand même quand on fait du C à un niveau appréciable, parce que ça peut avoir quand même des conséquences assez observables. Alors, ce qu'on appelle alignement de mémoire d'une donnée, c'est la politique de représentation de votre donnée dans votre mémoire, comment celle-ci va s'agencer. Donc un exemple tout simple d'alignement que vous connaissez, c'est l'alignement des tableaux. Vous savez que si vous avez un tableau de taille n d'éléments tous de type grand T, bah vous avez une zone contiguë de size of de grand T fois n octets. Ça, on vous l'avait donné axiomatiquement, le système va s'arranger pour toujours avoir une configuration comme ça. Ici, vous avez un tableau T de 3 éléments de type short, donc chaque élément tient sur 2 octets, et ils sont en progression croissante dans la mémoire, hein, donc T0 ici, T1 aux adresses un peu plus fortes et T2 aux adresses encore plus fortes. Voilà, donc pas grand chose de plus à dire. Ça, c'est l'alignement des tableaux, et on peut se poser la question de savoir comment vont être représentées les données d'un type structuré. Donc en C, ça fait parfaitement sens de se poser ces questions-là, parce que vous savez qu'en C, on peut accéder à la mémoire de manière assez fine, et on donnera un exemple justement dans ce sens-là dans quelques instants. Vous pouvez faire des lectures en mémoire, vraiment choisir à quel octet vous souhaitez vous placer, condition d'avoir le droit, faire des écritures un peu du même type. Dans des langages comme le Python, ça n'aurait pas beaucoup de sens de se poser cette question-là en fait. En tant que programmeur Python, connaître l'alignement de mémoire d'une donnée, bon, ça peut toujours être intéressant intellectuellement, mais ça ne vous servirait pas vraiment en pratique pour produire du code très, très efficace. En C par contre, ça peut vraiment être utile. On peut avoir en connaissant un peu ce qui se passe, on peut optimiser un peu nos programmes et prédire un peu les tailles des objets qui sont mis en œuvre. Alors voici un exemple ici pour illustrer justement un point qui peut être un peu surprenant. Là, vous avez deux types structurés A et B qui ont exactement les mêmes champs mais déclarés dans des ordres différents. Short X, Y, Z, et là vous faites X, Z, Y, hein, vous avez juste permuté les deux derniers. Et là, on peut demander le size of de grand A. La machine vous répond 8, alors c'est logique. Short, ça tient sur 2, in sur 4, donc 2 plus 4, ça fait bien 8. Par contre, dans le deuxième exemple, vous n'avez pas 8, vous avez 12. Ça, c'est très bizarre d'avoir 12. On peut se demander pourquoi on a besoin de 4 octets en plus, alors qu'on a exactement les mêmes composants dans vos types. Ben ça, la réponse pour calculer ce size-of provient justement de l'alignement de mémoire de ces deux types qui sont différents. Alors en fait, on peut observer ce qui se passe pour une variable de type grand A. Alors ça, c'est pas compliqué, donc je vous rappelle, notez-le hein, pour ne pas l'oublier. Grand A, vous avez short, short et int. Et grand B, vous avez short, int, short. D'accord? Donc gardez bien ça en tête. Donc si on regarde notre variable grand A, bah, vous avez short, short, int. Tout va bien, vous n'avez pas de perte d'octets ici. Vos données sont compactes. D'accord? Vous avez vraiment quelque chose d'optimal ici. Vous
pouvez pas faire mieux, hein, sinon vous auriez des chevauchements qui ne seraient pas du tout souhaités. Par contre, pour une variable de type grand B, eh bien vous avez ici des octets en gris qui sont là, qui font partie de la zone mémoire occupée par votre objet, mais qui n'ont pas de rôle sémantique. Ça veut dire que quel que soit ce que vous avez à l'intérieur ici, ça ne changera pas. Ce sont des octets qu'on appelle des octets de complétion, qui sont là uniquement pour faire des séparations, pour faire en sorte que les données des autres champs apparaissent à des endroits souhaités de la mémoire. On va expliquer ça dans quelques instants. Donc toujours est-il que là vous avez votre champ petit a qui est un short. Alors là j'ai mis des petits a mais j'aurais dû mettre b ici. b.x, b.z, b.y. Donc là vous avez vos champs, donc le champ short, deux octets de complétion, le champ de type int, le champ de type short, et encore deux octets de complétion. Alors eux ils sont vraiment bizarres. Je vais vous donner la réponse tout à l'heure pourquoi vous avez deux octets de complétion à la fin, puisque là il n'y a même pas de rôle de séparateur évident ici. Ok, donc l'idée des octets de complétion, c'est que le système doit faire en sorte que les adresses de vos champs, de votre type, doivent commencer à une adresse qui est un multiple d'un entier spécial qui dépend du type du champ. Donc par exemple, si vous avez un champ qui est de type short, le système il doit vous garantir que l'adresse du début de votre champ est pair, est un multiple de 2. Si vous avez un champ qui est de type int, eh bien le système il doit vous garantir que votre champ est à une adresse multiple de 4. Et vous avez des règles du même type pour les autres types, hein, voilà, pour les types float, etc. Là, je ne les ai pas mentionnés parce qu'il n'y a pas besoin de les connaître par cœur. Ça dépend également des spécifications. Donc, vous pouvez trouver sur Internet. Il n'y a pas de mystère, ça se trouve, mais aucun intérêt précis d'apprendre ça par cœur. Donc là, ici, vous avez dans le deuxième cas, eh bien, pour la variable petit b, encore une fois, donc une adresse multiple de 4 ici au début. Après, vous ne pouvez pas commencer votre int ici parce que vous n'êtes pas certain d'avoir une adresse multiple de 4. Donc pour être certain, vous devez mettre deux octets de complétion. Là, vous êtes congru à 0 modulo 4, là à 1, à 2, à 3, et là à 0 modulo 4. D'accord? Parce que vous avez fait l'hypothèse que la première valeur est à une adresse multiple de 4. Donc vous avez deux octets de complétion ici. Et ainsi de suite. Et pour répondre à la question que j'ai évoquée tout à l'heure, les derniers octets de complétion, ils sont importants quand vous commencez à regarder des tableaux de données de ce type-là, de type grand B. Parce que je vous rappelle qu'un tableau, vous allez mettre bout à bout vos données, et donc il faudra faire en sorte que la prochaine case ici soit à une adresse multiple de 4, pour que vous ayez exactement la même allure pour la prochaine donnée. Donc c'est pour cette raison que vous avez des octets de complétion ici. Voilà, alors on ne vous demandera jamais à la main de dessiner vous-même ceci. Hein. Ça dépend trop du système. Mais ce qu'il faut, c'est ne pas être surpris quand vous avez des octets de complétion, quand vous avez des size-off qui ne sont pas les mêmes alors que vous avez les mêmes champs. C'est juste ça que vous devez retenir pour l'instant. Et quand on vous donne un schéma comme ça, plus éventuellement ces explications-là, avec les multiples, etc., qui correspondent à chacun des types, vous devez savoir expliquer ce type de schéma quand même. Mais vous ne devez pas, encore une fois, obligatoirement savoir le faire directement. Ça n'a vraiment pas d'intérêt. Voilà, et on va maintenant illustrer un petit peu, pour terminer, la puissance du langage C pour ce qui est de l'accès aux zones de la mémoire. En fait, quand vous avez un type structuré, vous connaissez la syntaxe pour accéder à un champ. Là, vous avez votre variable petit a, vous pouvez écrire a.x ou a.y ou a.z pour accéder au champ. Ça, c'est classique, ça marche très bien. Mais en fait, vous pouvez aussi y accéder de manière détournée. Et ça, c'est très instructif. Ici, on va accéder à nos champs, le champ par exemple x, sans écrire a.x. Comment on va faire? En fait, on va commencer par manipuler un pointeur générique et on le fait pointer vers A. D'accord, donc si vous voulez, votre P, il pointe vers cette zone de la mémoire.
Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre dans X la valeur à l'adresse P vue comme un short. Vous voyez qu'ici, on a déréférencé notre pointeur P converti en un short étoile. Donc là, en fait, ici, on a exactement lu cette zone-là de la mémoire. Donc ça, c'est équivalent à x égale a.x. C'est vraiment équivalent à cette syntaxe-là, à cette expression-là. Après, ici, vous faites p plus égal à 2. Donc p, il pointait vers cet octet-là. À cause de la ligne 4, il pointe vers le premier octet de la variable. Donc maintenant, p, il pointe vers plus 2, cet octet-ci, en ligne 6. Et là, même chose, on fait y égale la valeur de p vu comme un pointeur sur un short étoile. Et donc ça, c'est équivalent à écrire y égale a.y. Et après, vous refaites p plus égal à 2. Donc p, il pointe maintenant ici. Et on fait z égale la valeur du pointeur p vu comme un pointeur sur un int. Et donc z, il aura comme valeur le contenu de ces 4 octets. Vous voyez à quel point c'est puissant le C. On a réussi finalement à recoder nos accès au champ d'un type structuré juste à l'aide de manipulation de pointeurs. Alors évidemment, on a pu écrire ceci parce qu'on connaît l'alignement de mémoire. On sait que vous avez des décalages de 2 en 2 pour accéder à chacune des valeurs. Donc voilà, c'est pas totalement générique parce qu'on a besoin de connaître ça, mais ça peut se faire de cette façon. Et dans le deuxième cas, vous avez l'analogue, sauf que là, vous faites une croissance non pas en 2 mais en 4, parce que quand vous êtes ici pour aller là, vous faites plus 4, et quand on est ici pour aller là, on fait encore plus 4. Voilà, c'est la même idée. Vous regarderez ça tranquillement chez vous, pas de difficulté majeure. C'est un petit peu surprenant de voir ça pour la première fois, mais ça marche parfaitement bien. Donc c'est presque un peu de la magie, mais je vous rappelle que le C, c'est un langage de manipulation de la mémoire, et donc il est normal et souhaité que ce type de manipulation puisse être fait de manière autorisée. Alors ok, juste pour terminer ce cours, vous pouvez compiler avec un warning particulier qui est le warning padded pour avoir un message d'avertissement quand le système a besoin pour votre type d'octet de complétion. Voilà, donc vous pouvez quand même le détecter comme ça, autrement qu'en faisant juste un size off et en comparant ça avec ce que vous pouvez imaginer comme taille. Donc ça marche bien. Voilà, donc ce qu'il faut retenir de cette dernière partie du cours, c'est que l'alignement de mémoire d'un type structuré, ça dépend de beaucoup de paramètres, contrairement à celui des tableaux qui, eux, étaient très simples. Donc ça dépend de l'architecture de la machine qui exécute ou qui compile le programme, donc du compilateur également. Et donc, ce qu'il faut, c'est garder en tête que le size-of d'un type, il doit être bien défini, mais il n'est pas forcément simplement calculable en faisant des additions de size-of des champs. C'est pour ça que tout à l'heure, au début du cours, si vous vous rappelez, on avait mis un à peu près égal ici à ce stade-là, parce que justement à cause des notions d'alignement de mémoire, on pouvait avoir des petites différences qui apparaissaient. Voilà, donc dans la pratique, on ne cherchera pas forcément à déclarer des types structurés qui ne nécessitent pas d'octet de complétion. Mais bon, si on peut le faire, c'est quand même mieux parce que quand vous commencez à avoir des gros tableaux de variables de type structuré, si vous commencez à gaspiller des octets, vous pouvez avoir des répercussions qui sont assez grandes. Mais bon, on essaye quand même, et j'insiste vraiment là-dessus, il est préférable de déclarer un ordre de champs qui soit logique et qui favorise la relecture et l'évolutivité de vos programmes. C'est évidemment plus important que de gagner 1 ou 2 octets par valeur. Voilà, donc on s'arrête là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser des questions par mail ou sur le serveur Discord. J'y répondrai le plus rapidement possible. Et voilà, bon courage à tous.